allez bien? Ouais, je reconnais plusieurs personnes ici, c'est sympa de vous avoir avec nous. Je vais me présenter en quelques mots également et puis j'aurai quelques questions à vous poser. Je m'appelle Serge Rosenzweig, je suis avocat au barreau de Paris et au barreau de New York et j'ai fondé un cabinet d'avocats spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs. Donc on passe plus de 70% de notre temps sur les levées de fonds de start-up. Alors dans l'audience, qui est étudiant à 42? Ah, ça c'est l'unanimité, hein. Presque. Qui, a déjà été entrepreneur? Ok, un bon tiers en fait, hein. Et qui aimerait être entrepreneur? Ah, tous les autres. Presque tous les autres. J'en ai quelques-uns qui n'ont pas levé la main. Vous attendez quoi? Non, je rigole. Ouais, super. Le thème d'aujourd'hui, c'est le pacte d'associés. Et dernier petit sondage, qui parmi vous a déjà signé un pacte d'associés? Ah, ah, personne. Bon, bah alors, du coup, vous allez avoir toutes les cartes en main pour signer bientôt un pacte d'associés après le petit workshop. Euh, je vous propose de vous présenter d'abord généralement ce que c'est que le pacte d'associés. Il faut le démystifier. Et puis, je vais vous parler de deux types de pactes d'associés. Le premier type, c'est les pactes d'associés qu'on signe entre founders. Donc, j'imagine, vu le nombre d'entrepreneurs qu'il y a dans la salle, il y en a plusieurs qui vont bientôt signer des pactes d'associés. Et puis, je vais vous parler ensuite des pactes d'associés qu'on signe avec les invests. Est-ce que ça vous va? C'est bon? Bon, bah, trop cool. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Peut-être levez la main pour que je sois certain de vous voir ou faites du bruit, enfin, interrompez-moi. Le but, c'est que ce soit d'abord un échange, même si je parle dans un micro. Je parle dans un micro d'abord parce qu'on est enregistré. Il y a CNN qui nous a demandé de reproduire le workshop. On leur a dit non et on a préféré donner l'exclusivité à 42 entrepreneurs. Mais donc c'est pour ça que je parle dans un micro. Le but, ça reste d'avoir un échange avec vous et puis que je puisse répondre à vos questions concrètes puisque vous êtes en grande majorité entrepreneurs ou souhaitez le devenir. Normalement. Super. Alors, le pacte d'associés, qu'est-ce que c'est? Il faut vraiment démystifier le pacte d'associés. Le pacte d'associés, c'est un contrat. En droit, c'est comme ça qu'on définit un pacte d'associés. Et un contrat, c'est quoi? C'est un accord juridique que au moins deux personnes ont pour se donner des droits et des obligations. Vous pouvez avoir un contrat avec vos fournisseurs, avec vos clients, n'est-ce pas? Ça vous paraît normal, vous voyez à peu près ce que c'est qu'un contrat avec un client. Peut-être vous, quand vous êtes dev, vous faites qui fait des prestats de dev dans la salle? Quelques-uns? Voilà. Bah, vous avez des clients du coup. Vous avez peut-être des contrats avec vos clients. Eh ben, le pacte d'associés, c'est un contrat, mais qu'on fait entre fondateurs. C'est un pacte d'associés dans lequel on va dire, bah nous, fondateurs, on s'entend pour gérer la société de telle manière. En fait, dans un pacte d'associés, on peut écrire ce qu'on veut. On pourrait écrire, pour gérer la société, il faut avoir des lunettes. Pour venir au bureau tous les jours à partir de 11h30 parce qu'on n'est pas des leftos. Et par contre, il faut rester jusqu'à minuit. On pourrait dire ça dans un pacte d'associés. Entrez, entrez, venez, vous êtes les bienvenus. On est vachement nombreux. Un pacte d'associés, c'est donc un document juridique dans lequel on va se donner des droits et des obligations réciproques entre founders. Et puis, on peut écrire ce qu'on veut. Le pacte d'associés, c'est un document qui est hyper, hyper important et qu'il ne faut pas confondre avec les statuts. Qui voit ce que sont les statuts d'une société? Ah, bah, c'est bien. La moitié, plus de la moitié, 60%. Les statuts d'une société, pour ceux qui ne sont pas très clairs là-dessus et pour bien les distinguer du pacte d'associés, les statuts, vous savez, c'est un document juridique qui est obligatoire pour immatriculer une société et qu'on file au greffe. Donc, il faut payer quelques frais de greffe pour les déposer. Et le jour où on veut modifier ne serait-ce qu'une virgule dans les statuts, il faut repayer. Et c'est des documents publics, là, pour ceux qui ont déjà constitué des sociétés. Vous me donnez le nom de votre société et pour moins de 2 euros de mémoire, je peux aller sur infogreffe.fr et télécharger vos statuts. Ça, c'est les statuts, on est d'accord. Et du coup, le pacte d'associés, c'est un autre document à côté, mais qui, cette fois-ci, est privé. C'est le fameux contrat dont je vous parlais. Et c'est pour ça que je vous recommande de mettre le plus de choses possible dans le pacte d'associés, dans vos relations entre founders, parce que ça ne concerne que vous. Il n'y a pas de raison de filer ce document à l'administration, qu'il soit public pour tous, et que le jour où on veut modifier une virgule, il faut repayer et republier. Non, donc mettez le maximum d'informations dans le pacte d'associés et dans vos statuts. Limitez-vous au strict minimum légal ou au strict minimum usuel,
puisque c'est un document qui reste d'abord administratif. Du coup, pour vous qui allez lancer des aventures entrepreneuriales, les statuts, vous les bootstrappez, on est d'accord, hein. Je veux que personne sorte de la salle et un jour dise j'ai dépensé 3 000 euros ou 2 000 euros ou même 1 000 euros, ça me paraît très cher, juste pour rédiger des statuts. Les statuts, vous les bootstrappez, vous trouvez des modèles sur Internet. Au pire, si c'est mal fait, on peut les refaire. Vous faites des statuts de SAS, évidemment. Mais le pack d'associés, s'il vous plaît, essayez de ne pas trop le bootstrapper. C'est rare que je dise ça. J'aime bien vous dire, faites des économies, faites-le vous-même. Mais sur le pack d'associés, c'est très intéressant d'avoir un avis d'expert parce que, en fait, si vous le faites mal, ça ne sert à rien. Vous l'avez fait pour rien. Pire, vous avez pu prendre des engagements contradictoires ou des engagements qui vont vous desservir. Or, votre pack d'associés, c'est quoi? C'est votre assurance, notamment en cas de départ d'un des associés. Par exemple, il y en a un qui arrête de bosser pour le projet parce qu'il veut faire autre chose, ou il y en a un qui va vivre au Japon, c'est sa vie, ou il est malade. Le pack d'associés, parmi les 25 000 trucs qu'on va voir qui sont super positifs, ça vous permet, s'il y en a un qui part, que le projet ne soit pas mort. Parce que si vous n'avez pas fait de pack d'associés et qu'il y en a un qui décide de quitter la société en cours de route, quelle que soit la raison d'ailleurs, en fait, il garde toutes ses actions. Et du coup, s'il avait 5%, 10%, voire 50% des actions, en fait, vous n'avez aucune manière de reprendre ces actions. C'est catastrophique. Du coup, vous allez arrêter le projet puisque vous n'allez pas travailler dans une société dont le capital est détenu à 30 ou 50% par quelqu'un qui ne travaille plus pour le projet. D'ailleurs, il n'y aura aucun investisseur qui voudra mettre 1 centime d'euro dans une société dont le capital est structuré ainsi. Donc c'est pour ça que je vous dis, le pack d'associés, essayez de le faire bien, essayez peut-être de vous faire accompagner par quelqu'un qui en a déjà fait ou voire un professionnel, parce que vous allez voir que ça vous permet de garantir des choses géniales pour la boîte. Et si vous ne le faites pas, c'est très risqué. C'est comme acheter un appart et pas prendre d'assurance habitation. C'est bête, en fait, de mettre autant d'énergie et d'argent pour un projet et en faisant quelque chose qui demande pas trop d'énergie et pas trop d'argent, un peu, mais pas beaucoup non plus, on peut tout sécuriser. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous expliquer quelques clauses qu'on met dans les packs d'associés entre fondateurs, entre founders, et que je vous invite du coup à inclure dans tous les packs d'associés que vous faites. Oui. Alors la question, c'est, je répète pour la caméra, la question c'est est-ce que le pack d'associés a la même valeur juridique que les statuts? Alors non, c'est un peu différent. Les statuts, c'est un document du coup qui est obligatoire. Il y a des mentions obligatoires et qui est, comme on le disait, filé au greffe. Et si on ne respecte pas les statuts, quand on fait certaines procédures, les actes sont annulables de par le code de commerce. Quand on ne respecte pas ce qui est écrit dans le pacte de l'associé, en fait, on n'a pas respecté un contrat, et c'est comme un contrat qui ne serait pas respecté avec un client ou un fournisseur. Pour faire une démarche, il faut aller devant un juge, et on peut demander soit effectivement l'annulation de l'acte qui aurait été fait en violation du contrat, mais ce n'est pas automatique de l'obtenir, puisqu'on pourrait aussi sinon obtenir des dommages et intérêts. C'est ce que vous obtenez. Demain, vous avez un entrepreneur qui vient, vous aviez signé pour qu'il fasse votre salle de bain, il ne la fait pas exactement comme vous le souhaitiez ou comme vous vous étiez entendu. À la fin, soit vous obtenez possiblement que ce soit refait, soit si ce n'est pas possible ou que en tout cas le juge en décide différemment, vous obtenez des dommages et intérêts pour après le refaire vous-même ou juste vous dédommager. Donc c'est un peu différent. En tout cas, l'usage, c'est vraiment de mettre aujourd'hui le maximum dans le pacte de l'associé et le minimum des considérations business dans les statuts. Est-ce que ça répond à ta question? De route et qu'on veut lui reprendre ses actions, est-ce que c'est plus facile de mettre ses obligations dans les statuts ou dans le pacte? En tout cas, qu'est-ce qu'on conseille? Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est ça la question, n'est-ce pas? Alors, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le mettre dans le pacte d'associés. Déjà parce que c'est plus usuel, donc c'est ce qui sera attendu par les personnes qui pourraient regarder votre société ou demain par des juges. Qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux? Difficile à dire, les deux pourraient fonctionner, mais ça serait très inusuel aujourd'hui de le mettre dans les statuts. Ça se fait plus du tout, parce que c'est des considérations très personnelles de chacun. Il n'y a pas de raison que ce soit public, et souvent ça évolue avec la vie de la société, et c'est beaucoup plus du coup agile de le mettre dans le pacte d'associés que dans les statuts. Donc la réponse, ça serait mettez-le dans les pactes d'associés, et ça fonctionne très bien. Oh, ouais, super. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, alors, ouais, exactement. Alors, le commentaire slash question, c'était comment fonctionnent les différents packs d'associés finalement quand on en fait plusieurs, est-ce qu'ils se succèdent? Donc, la réponse, c'est oui, enfin, c'est exactement ce que tu as décrit. Donc,
on fait un premier pacte d'associés, c'est un contrat que tous les associés signent. Et demain, si on veut le modifier, on fait soit un avenant, soit un document qui annule le pacte et le remplace par un nouveau. Et du coup, l'ancien n'existe plus, le nouveau le remplace. Et c'est exactement ce qui se passe quand on a des investisseurs qui viennent. Vous avez déjà fait un premier pacte d'associés entre vous quand vous avez créé la boîte. Demain, il y a des invests qui viennent, surtout si c'est des VC. Ils vont vous demander de repartir sur une nouvelle base de pacte d'associés qu'on va négocier du coup avec les VC et qui va remplacer et annuler le précédent pacte. Donc, effectivement, on peut avoir plusieurs versions de pacte d'associés qui se succèdent. Ça répond à ta question. Ouais, super. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on est vraiment là pour ça. Bon, bah, super. Je vais vous présenter quelques clauses qui sont très très intéressantes et usuelles de mettre dans votre pacte d'associés entre fondateurs quand vous créez la boîte. Puis après, on va voir des clauses qui sont très intéressantes à discuter et comment il faut les discuter, en discuter avec les investisseurs. Oui, oui, bien sûr, merci. Alors la question, c'est aux États-Unis, on peut avoir des bons qui donnent des droits aux dividendes et des bons qui permettent, sans avoir forcément de droit aux dividendes, d'avoir un droit de vote ou un droit de participation au conseil d'administration ou l'inverse, n'est-ce pas? C'est ça la question. Du coup, est-ce que ça existe en France? Et si oui, comment on fait? Ça existe en France. Il y a plein de manières de le faire. Ce qui est envisageable, c'est de créer ce qu'on appelle des actions de préférence. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer des catégories d'actions. Donc, il y en aurait qui pourraient avoir droit aux dividendes et pas d'autres. On peut créer aussi des actions qui donneraient le droit, si on les a, d'avoir une place dans un board qu'on aurait créé du coup pour la société. Notez que pour créer ces droits spécifiques, vous avez deux manières de le faire en France. Soit vous les créez dans les statuts, c'est pour ça que je le cite, soit vous les créez dans le pacte d'associés. Si vous les créez dans les statuts, vous avez des actions de préférence classiques, puisque il y aura écrit dans les statuts, voilà les actions de préférence. Si vous les créez dans le pacte d'associés, donc vous écrivez ces droits non pas dans les statuts, mais dans le pacte d'associés, en fait, vous allez donner des actions ordinaires, mais, donc ça sera des actions ordinaires, ce ne sera pas des vraies actions de préférence, mais vous pouvez, alors même qu'on appelle ça des actions ordinaires, dans le pacte, quand même donner des droits préférentiels à certaines personnes, ce qui vous permet d'arriver au même résultat. Donc dans un cas, le premier, on a des actions de préférence dans les statuts, voilà, avec des droits particuliers. Dans l'autre cas, on n'a que des actions ordinaires, mais dans le pacte, alors même qu'on n'a que des actions ordinaires, on a quand même le droit de distinguer les droits de chacun des associés. Sachez que le plus usuel aujourd'hui, c'est de créer des actions de préférence dans le pacte d'associés, parce que la procédure est moins lourde. Si vous les créez dans les statuts, il y a des commissaires à nommer. Enfin, les commissaires, ce n'est pas la police, c'est des comptables avec une casquette particulière. Donc, il faut les payer, il faut les nommer. Et puis, le jour où on veut faire évoluer ça, pareil, il faut à nouveau les nommer, il faut à nouveau faire des formalités. Donc, c'est très old school que de faire des actions de préférence dans les statuts. Ce qui est le plus moderne et le plus agile, c'est le faire dans le pacte d'associés, tant que c'est autorisé par les investisseurs. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui. Alors la question, c'est est-ce que le pacte d'associés est lisible par les employés, n'est-ce pas? C'est une très bonne question. Alors la réponse, c'est oui si on leur montre, mais ils n'ont pas le droit de le regarder par principe. Le pacte d'associés, je reviens sur la définition, c'est un contrat. Alors bon, quand on ne fait pas de droit, le contrat, ça nous parle moins, mais dites-vous qu'un contrat, c'est un document ou un accord sur lequel vous pouvez vous mettre d'accord sur ce que vous voulez, hein. Là, j'aurais pu faire un contrat avec 42 entrepreneurs, dire pour présenter, il faut avoir une chemise blanche. Bon, voilà. Donc j'aurais pu l'écrire comme je peux ne pas l'écrire. Et en fait, le pacte d'associés, c'est un document qui est donc privé entre les personnes qui le signent. Donc si on ne l'a pas signé, il n'y a aucune raison d'avoir un droit à le voir. Moi, mon contrat avec 42 entrepreneurs, bon, j'en ai pas, mais si j'en avais un, il n'y a aucune raison que vous le voyez. Vos contrats que vous pouvez avoir avec vos clients, avec demain un contrat de mariage que vous pourriez avoir avec votre époux ou votre épouse, il n'y a aucune raison que votre voisin le connaisse. C'est pareil. Alors la question, c'est, excuse-moi, je répète, comme encore une fois, il y a CNN qui diffuse le workshop. La question, c'est est-ce que dans le pacte de l'associé, on peut quand même, par exemple, mettre des restrictions qui empêcheraient la dilution ou l'attribution de stock aux salariés? C'est ça ta question, n'est-ce pas? On peut le mettre dans le pacte d'associé. On peut dire que nous, en tant qu'associés, on s'interdit de voter en faveur de l'émission
de nouvelles actions, donc de dilution, et on s'interdit de voter en faveur de l'émission de stock option pour des salariés. Donc si tous les associés disent bah, on ne le fera pas, bah, ça n'arrivera pas. Donc on peut tout à fait envisager cette restriction. Alors la question c'est bah, est-ce qu'un employeur un peu véreux pourrait d'un côté promettre aux employés des stock options et puis de l'autre côté, le jour où les employés quand même les réclament, leur dire bon, au fait, moi j'ai un pacte d'associés qui m'empêche de vous les attribuer et du coup en fait qui est-ce qui gagne, comment on gère ça? C'est ça la question, n'est-ce pas? Euh, alors dans ce cas-là, on a quand même un pacte qui fonctionne. Donc effectivement, si on s'est engagé à ne pas, nous associés, voter en faveur de l'émission de ces nouvelles actions, bah, on ne va pas le faire tant qu'on ne remet pas en cause le pacte. Ou si on le ferait, ça voudrait dire violer nos engagements du pacte. Et vis-à-vis des salariés, puisque dans ton exemple, les collaborateurs étaient salariés, tu sais que tu as plusieurs statuts. Hein. Tu peux être prestat, tu peux être salarié, tu peux être mandataire social, par exemple président. Plusieurs manières de travailler pour une société. Dans ton exemple, on est salarié. Si moi, en tant que salarié, je me fais promettre quelque chose par mon employeur, le régime pour savoir si moi, en tant que salarié, je peux imposer à mon employeur de me le donner et s'il ne me le donne pas, quelles conséquences je peux en tirer, c'est du droit du travail. C'est la même chose que si l'employeur te promet des congés, une adresse spécifique de lieu de travail. En fait, la question qui se pose, c'est comment il te l'a promis et dans quelle modalité. En général, bah, pas en général, ce qui est promis et par exemple ce qui serait écrit dans ton contrat de travail, c'est comme ton salaire. S'il y a écrit je te donne tant de stock options, je te donne tant de salaire, c'est impensable pour l'employeur de ne pas le donner. S'il ne le donne pas, c'est la même chose que s'il ne respectait pas le contrat de travail, puisque c'est le cas. Et du coup, bah, tu peux évidemment agir en justice pour faire valoir tes droits. Si par contre, ce qu'il te fait, c'est plus un email voire une discussion où il te fait ce qu'on appellerait un engagement unilatéral, ça veut dire du jour au lendemain, pour Noël ou le Nouvel An, il te dit bah voilà, de son chapeau, alors que c'était pas écrit dans le contrat de travail, tiens, je m'engage à te donner tant de BSPCE. Bah, il faudrait étudier le cas dans une autre perspective en droit du travail, mais peut-être que là c'est un peu spécifique, je vais pas développer, mais ça permet de donner un peu l'approche. Donc les deux cohabitent. Il y a le droit du travail d'un côté, dans lequel tu peux être en mesure de réclamer des choses, et puis en face, il y a quand même effectivement un vrai pacte d'associés, donc on peut avoir un blocage. En tout cas, la personne qui aurait promis quelque chose à droite et à gauche, il aurait dit l'inverse, bah, il aura un problème forcément. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Oui. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut avoir des accords entre associés, mais juste, imaginons qu'on a une société avec 10 associés, on peut avoir un petit accord entre deux associés sans que les autres soient au courant, ni même d'accord. Donc la réponse, c'est oui, tu peux toujours avoir des contrats, des sous-contrats entre associés, dans lesquels vous pouvez vous dire plein de choses. La seule question, c'est est-ce que ce que vous vous promettez l'un et l'autre, est-ce qu'il faut, d'une manière générale, l'accord des autres? C'est-à-dire que si vous vous dites, on est deux, et on se dit ah bah nous on décide qu'on supprime le droit de vote aux autres, bah, si les autres ne sont pas d'accord, on ne peut pas leur supprimer. Mais entre vous, vous avez toujours le droit de faire des sous-pactes tant que c'est cohérent avec ce que vous pouvez promettre. En fait, tu peux promettre que quelque chose sur lequel tu as la main. Mais je pense que tu en doutais pas. Tu peux promettre de vendre une voiture que si tu en es propriétaire. Tu peux pas promettre de vendre la voiture du voisin. Ouais. Ouais. Alors la question c'est bah, finalement s'il est dans l'exemple des deux associés qui se mettraient d'accord pour comploter un peu dans leur coin, si en fait ils ont la majorité des actions, est-ce qu'ils peuvent comme ça se mettre d'accord pour imposer des choses aux autres, hein, c'est ça la question. Oui, c'est possible, mais en fait pour moi ça c'est pas tellement une question de pacte d'associés, c'est plus au moment du vote de la décision en assemblée générale. Euh, Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? S'ils ont le droit d'imposer à leur majorité des choses aux autres, ils pourront le faire. Et ils peuvent effectivement sécuriser et aligner leurs intérêts dans un sous-pacte ou un accord, une side letter entre eux. Donc oui, oui, c'est envisageable. Mais encore une fois, ce sur quoi se mettre d'accord ces deux associés dans leur coin, ça n'est possible que parce que d'une manière générale, c'est possible. C'est pas le fait de l'avoir formalisé dans un petit pacte qui permet d'écraser les autres. Bah voilà. Je vous propose de commencer par la première clause qui est très très intéressante, qu'il faut absolument que vous mettiez dans vos packs d'associés entre fondateurs. C'est une clause d'implication.
La clause d'implication, qu'est-ce que c'est? La clause d'implication, elle consiste à dire que nous founders, imaginons on est trois, voilà, vous me voyez, il y a moi numéro 2 et puis il y a moi numéro 3. Nous founders, on se met d'accord à travailler pendant, en général on dit entre 3 et 5 ans, pour la société à plein temps. C'est ça la clause d'implication. C'est très important d'en avoir une, parce que, encore une fois, si vous n'en avez pas et qu'il y en a un qui arrête de bosser pour la boîte, on ne peut pas lui reprendre ses actions. Et donc, dans cette clause d'implication, moi, dans mon exemple, j'ai dit plein temps, mais vous pourriez dire mi-temps, 1 heure par semaine. Il faut juste pouvoir le quantifier. Le but, c'est pas de suivre à la minute près le travail des uns et des autres et dire ah, tu avais dit plein temps, mais il y a un jour dans lequel tu n'as pas travaillé, du coup, tu es bad liver. Pas du tout. Le but, c'est de pouvoir encadrer un comportement un peu binaire dans lequel une personne ne remplirait pas du tout et vraisemblablement son engagement d'implication. Donc, quelqu'un qui s'engagerait à travailler 3 jours par semaine, c'est pas parce qu'il n'a pas travaillé une fois dans l'année pendant une journée où il s'était engagé à travailler qu'on va lui reprendre ses actions. C'est pas ça. Par contre, quelqu'un qui s'est engagé à travailler 3 jours par semaine, voire plein temps, si au bout du 15e email, salut Fred, je comprends pas, tu réponds plus aux emails, ça fait 2 mois qu'on ne te voit plus. Il y a un moment où on va pouvoir considérer que oui, il a quitté la boîte. Et en général, dans ces situations-là, dans mon exemple, Fred, celui qui arrête de travailler, il vous aura envoyé un email. Les gars, vous m'avez trop saoulé, moi j'arrête de bosser pour vous. Ou, je vous enverrai une photo depuis Bali parce que moi je vais faire du yoga pendant 6 mois. Donc vous aurez en général pas trop de difficultés à prouver qu'il y a quelqu'un qui arrête de bosser pour le projet d'une manière générale. Ce qui est plus compliqué, c'est celui qui va travailler mollement ou qui va mal travailler. Là, j'ai moins d'outils juridiques pour vous permettre de le sanctionner ou de vous rabibocher. En général, c'est plus en discutant entre vous, parce que d'ailleurs, c'est qu'une question de perception. Hein. Peut-être celui à qui vous reprochez de travailler mollement va lui dire de bonne ou de mauvaise foi, mais moi je travaille très bien, je comprends pas ce que tu me dis. Donc ça, c'est la clause d'implication. Ce qui est important, c'est de lier la clause d'implication avec une sanction. Parce que on est d'accord là pour l'instant, la clause d'implication, c'est juste dire moi je m'engage à travailler, ou on s'engage tous founders à travailler à mi-temps ou à plein temps pendant 3 ou 4 ans, 5 ans. La sanction, c'est des clauses de good et bad liver. C'est des mots anglais. Qui a déjà entendu le mot bad liver? Ok, pas si nombreux. Ou good liver, c'est pareil, les mêmes. Allez, 15%, 20% de l'audience. Les clauses de good et bad liver, c'est les clauses qui vous permettent de tirer une conséquence du non-respect de la clause d'implication. Donc s'il y a quelqu'un qui dit je m'engage à travailler pendant 3 ans à plein temps dans la boîte et qu'au bout de 6 mois ou au bout d'1 an et demi, il arrête de bosser, on va dire qu'il est bad liver. C'est ça que nous dit la clause de bad liver. Et en fait, je vais vous donner un peu de vocabulaire parce que ce qui est le plus usuel, c'est de dire que dans les clauses de bad liver, on a un cliff d'1 an, je vais vous expliquer ce que c'est, et qu'on fait du vesting sur 4 ans en totalité. Alors, qui a déjà entendu ces mots, cliff et vesting? Ah bah là, presque la moitié. Bon, très bien. Alors, si quelqu'un ne respecte pas son engagement d'implication, on va le sanctionner. Et la sanction, ça sera qu'il doit revendre toutes ses actions aux autres founders qui restent dans l'aventure. D'accord ? C'est ça, la clause de bad liver fondamentalement. Si tu ne respectes pas ton engagement d'implication, tu dois revendre toutes les actions à tes founders. Pardon ? C'est ça. Donc la question, c'est le prix. Et en fait, ce qui va faire l'objet d'un cliff et du vesting, les 2 mots que je vais expliquer tout de suite, c'est le prix. En fait, le prix va varier en fonction du moment pendant lequel le founder quitte l'aventure. Ce qui est le plus usuel, c'est de dire que s'il quitte dans la première année l'aventure, il doit revendre 100% de ses actions à ce qu'on appelle la valeur nominale. C'est la valeur symbolique de l'action qu'on a mis à l'immatriculation. Par exemple, 1 euro. Et c'est pour ça qu'on parle de cliff, parce qu'en fait, qu'on reste 3 mois, 6 mois, 9 mois, tant qu'on n'arrive pas au bout du cliff, dans mon exemple 1 an, on doit tout revendre à la valeur nominale. Donc c'est la sanction totale. Le vesting, c'est de dire qu'en fait, on ne va pas être en permanence sur cette sanction totale, on va aller, une fois qu'on a dépassé le cliff, de manière graduée. Dans mon exemple, le plus courant, je vous disais que c'était un vesting sur 4 ans. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que chaque année, donc au bout de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, et à la fin, quand on arrive à la 4e année, on acquiert 1/4 des actions. Du coup,
Si je suis founder et que je pars au bout de 3 ans sur les 5 ans pendant lesquels je m'étais engagé à rester dans la boîte, bah, en fait, je revends toutes mes actions puisque je suis bad liver, hein, on est d'accord. C'est ça la conséquence d'être bad liver, ça commence pareil. Par contre, à quel prix? Si je suis resté 3 ans sur 5 ans, je revends. Voilà, c'est exactement ça. Exactement. Voilà, je répète pour que tout le monde l'entende, mais je revends 2/5 de mes actions à la valeur nominale, puisque en fait ça correspond aux 2 dernières années que je n'ai pas faites, alors que vous avez promis de le faire, et je revends les 3/5 de mes actions à la valeur de marché, qui sera déterminée soit selon une formule qu'on a écrite dès le début, soit selon un expert si on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est ça en fait le vesting. Donc maintenant, quand on vous parlera de cliff, j'espère que vous avez compris ce que c'est, et quand on vous parlera de vesting également. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors la question, c'est le good liver. Merci, parce que je vous ai parlé du bad, mais pas du good liver. Le good liver, ça commence pareil, c'est quelqu'un qui quitte l'aventure, mais c'est pour d'autres raisons que le bad liver. Le bad liver, fondamentalement, c'est celui qui démissionne comme ça, parce qu'il en a marre ou qui veut faire autre chose, ou c'est celui qui fait quelque chose de très grave pour l'entreprise. Je veux dire, si je commence à me battre avec un client, c'est un peu la même chose que si j'avais posé ma démission. On est d'accord. Le good liver, c'est en général, hein, on peut l'écrire comme on veut, mais c'est en général celui qui quitte l'aventure, mais pour une seule raison, pour une raison médicale. Donc si pour la sécurité sociale, il serait dit, hein, il serait considéré comme handicapé à vie, bah, il est good liver parce qu'on part du principe que c'est pas pareil. Et la conséquence est différente du coup. Si on est good liver, on doit toujours revendre toutes nos actions, mais cette fois-ci, l'intégralité des actions, quel que soit le moment auquel arrive le good liver, c'est la valeur de marché. Donc on n'est pas sanctionné. On nous dit merci de nous revendre tes actions à la valeur de marché, puisque tu peux plus travailler dans l'entreprise. Oui. La question, c'est j'imagine qu'en période d'essai, c'est la même chose, c'est ça? De décès, bah oui. Du coup, c'est ça. En général, c'est maladie grave ou décès. Oui. Alors la question, c'est comment on détermine la valeur de marché? Bah, très compliqué hein, pour une société qui aurait peu ou pas de chiffre d'affaires, qui aurait peu ou pas fait de levée de fonds, et même s'il y a du chiffre d'affaires ou qu'il y a une levée de fonds, c'est compliqué. En général, s'il y a une levée de fonds, on prend la valo de la dernière levée de fonds. Sinon, c'est un expert, donc un expert comptable, qui donnera la valo. Du coup, c'est au doigt mouillé. Il n'y a pas de formule officielle. Ça peut être très compliqué, voire impossible d'avoir une vraie valorisation pour une startup surtout. Donc, sujet pas évident. Alors la question, c'est comment on fait si on a la trésor ou pas pour acheter les actions du Good ou Bad Liver. En fait, vous avez compris que c'est les autres founders qui rachètent les actions, ou on peut demander à la société aussi de les racheter si on le prévoit ainsi. Effectivement, money is money, hein, les amis. Hein. Soit vous avez l'argent, soit vous n'avez pas l'argent. Hein. On peut mettre un délai, on peut dire qu'il faut payer les actions sous, par exemple, 3 mois ou 6 mois. Si vous n'avez pas l'argent, bah, il n'y a pas l'action. Il- il- Mm, mm. Ouais, ouais. Donc la question, c'est il y a quelqu'un qui est bad liver ou good liver, enfin quel que soit, et puis les actions sont valorisées 200 000 euros, on n'a pas l'argent pour les racheter, bah, du coup il les garde ces actions si on ne lui rachète pas. Ouais, c'est violent, ouais, money is money. Hein. Très bonne question. La question, c'est qu'est-ce que ça implique qu'il y ait des actions qui ne soient pas dans la boîte. Donc j'imagine que ce qu'on veut dire, c'est qu'est-ce que ça implique que le fait qu'il y ait des gens qui aient des actions, mais qui en fait travaillent plus dans la boîte, c'est ça? Exactement. Ouais, ce sont partis. Mais en fait, c'est un vrai problème parce que c'est un problème pour toi et c'est un problème si tu essaies de te financer avec des investisseurs déjà pour toi. Est-ce que là, demain, je te dis, tu imagines, vous aviez fait une boîte de dev informatique, puisqu'on a 42, c'est l'exemple que je prends. Toi, tu vas continuer à faire tes prestats de dev. Imagine que c'est moi qui suis parti et j'avais 40% de la boîte, toi tu avais 60. Et donc du coup, 40% de tout ce que tu vas faire rentrer dans la boîte, j'y ai droit. Est-ce que tu vas kiffer tous les jours? Moi, je suis content pour que tu travailles pour moi, mais je suis pas sûr que toi, ce soit très pérenne. Je pense qu'à un moment, tu vas lâcher l'aventure. Et pire, si tu essaies de te faire financer par des investisseurs, alors là, je te le garantis, pas un seul investisseur qui mettra un demi-centime d'euro dans la boîte s'il y a, dans mon exemple, 40% du capital qui est détenu par quelqu'un qui ne travaille plus dans l'entreprise. Donc oui, c'est pour ça que ne pas mettre de good ou bad liver, donc ne pas faire de pacte d'associés, s'il y a quelqu'un qui part, c'est catastrophique, vraiment.
La question, très bonne question, c'est est-ce qu'on peut acheter qu'une partie des actions de celui qui part, si on n'a pas la trésor pour tout acheter? Si dans le pacte on autorise le fait de n'acheter qu'une partie, ce qui en général est le cas, oui, on ne peut acheter qu'une partie. N'oubliez pas que toutes ces règles dont on se parle là, on est dans le pacte d'associés, donc on écrit ce qu'on veut dans les règles au départ. On n'est tenu par rien. Ce que je vous donne, c'est les meilleurs usages, mais on peut faire des choses différemment. Quel est le maximum qu'on peut accepter de ne pas avoir? J'ai envie de vous dire qu'en général, c'est 5%, pas plus. Mm. Mm. Ouais. La question, c'est si on n'arrive vraiment pas à tout acheter et qu'on doit lui laisser du coup 10% des actions, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on déjà on se plie en deux pour lui acheter une bonne partie de ses actions, mais qu'il lui laisserait 10% de la boîte? Pour moi, c'est très compliqué de laisser 10% de la boîte à quelqu'un qui est parti. Même pour toi, enfin, imagine, voilà, concrètement, est-ce que si la société fait du chiffre, est-ce que tu aimerais qu'il y ait 10%? Bon, la société peut avoir des frais, donc ce ne sera pas exactement 10%, mais globalement, qu'il y ait quand même 10% de la richesse qui part vers quelqu'un d'autre. Parfois, tu peux l'accepter si vous avez travaillé pendant 30 ans, que la société tourne toute seule. Bon. Mais en général, même pour toi, c'est très compliqué. Et pour les investisseurs, ce sera très compliqué d'investir dans une société où il y a 10% de capital dormant. Pour le vocabulaire, ça s'appelle du capital dormant. Plein de questions, vas-y, je t'en prie. La question, c'est est-ce qu'on peut faire entrer un nouvel investisseur qui rachèterait les 10% à notre place? Oui, si dans le pacte d'associés, on a autorisé en amont cette possibilité. Mais c'est une bonne idée et en général, c'est ce qui est prévu. On donne ce qu'on appelle une faculté de substitution. Ça veut dire que nous qui avions le droit de racheter, on a le droit de désigner quelqu'un d'autre qui rachète. Et du coup, je t'en prie. La question, c'est ce qui n'est pas écrit dans le pacte d'associés. Est-ce que c'est possible ou pas possible? Très bonne question. Pas évident d'y répondre. Hum, J'aurais tendance à dire que ce qui n'est pas écrit n'est pas possible, puisque ce n'est pas prévu. Cela dit, nous, on a de la chance. En France, on a le code civil ou le code de commerce qui nous donne des règles de substitution. Donc j'aurais tendance, si je voulais te faire une réponse complète, à te dire que ce qui n'est pas écrit dans le pacte euh, n'existe pas, sauf si, de manière expresse, dans la loi, on nous explique que telle solution s'applique si on n'a pas dérogé à cette règle. La question, c'est est-ce qu'au lieu de faire rentrer un investisseur, on peut vendre les actions, enfin demander à des employés de racheter les actions? Donc pareil, c'est possible. Il faut juste que dans le pacte en amont, on ait prévu cette fameuse faculté de substitution. On donne du coup à des salariés, oui. Alors, du coup, je répète la question, hein. Pour un investisseur, comment ça s'appelle du coup ce capital qu'on aurait redonné à quelqu'un d'autre, à des salariés? En fait, les salariés ou les investisseurs qui rachèteraient les actions, eux, ils achètent les actions. Ils vont dépenser de l'argent. Un prix qui sera plus ou moins élevé selon que c'est bad ou good liver, mais en général, le prix qui est symbolique, la partie, dans mon exemple, les 2 tiers qu'on peut racheter à valeur symbolique, en général, tout le monde a l'argent pour les racheter. Donc les co-founders vont les racheter. La question, elle va se poser sur la partie qui vaut cher, les actions qui sont vendues à la valeur de marché, qui les achète? Finalement, si un salarié a assez d'argent pour racheter cette partie et qu'on peut l'autoriser à le faire, il sera considéré comme un investisseur. Tu peux être salarié et investisseur en même temps. D'ailleurs, même en tant que fondateur d'entreprise, un jour, tu as tout à fait le droit de remettre de l'argent au pot et acheter des actions nouvelles qui seraient créées par ta propre société. Et donc, tu aurais plusieurs casquettes. Ah, beaucoup, beaucoup de questions, mais c'est super. Tiens, je t'en prie. Alors, la question, c'est voilà, qu'est-ce que je conseille si on se retrouve dans cette situation où il y a du capital dormant et qu'on ne peut pas racheter? Alors, ce que je te conseille, ce que je vous conseille tous, c'est de ne pas arriver à cette situation. Et pour ne pas y arriver, il faut faire un pacte d'associés. En fait, si tu as un pacte d'associés avec cette clause d'implication et cette sanction good et bad liver, c'est impossible que tu aies un tel blocage. D'accord, j'ai compris la question. Mais effectivement, s'il y a un bad liver ou un good liver, encore plus, mais en tout cas, s'il y a une partie des actions qui sont à la valeur de marché,
on ne veut pas les racheter, en fait, il y a un problème, effectivement. On peut se retrouver avec du capital dormant alors qu'on a fait un pacte d'associés, alors que existe. Ce que je vous conseille, c'est en général de mettre des durées quand même un peu longues pour pouvoir racheter les actions, parce que vous n'avez peut-être pas l'argent à un instant T pour les racheter, mais il faut espérer que d'ici 6 mois ou peut-être un an, vous l'ayez. Et en général, si ça vaut vraiment le coup, si la société vaut quelque chose, au bout de 6 mois, tu arrives à avoir l'argent ou trouver un investisseur qui peut payer. Sinon, dommage. Sinon, c'est pas possible. Peut-être une autre manière de faire, c'est aussi d'allonger la durée d'implication. Donc, dans mon exemple, elle était de 5 ans, mais en général, c'est entre 3 et 5 ans. Donc, peut-être faire plus une durée de 5 ans. Donc, comme ça, les probabilités qu'on doive racheter à un prix très cher les actions de quelqu'un diminuent, puisque en fait, il y a beaucoup de départs dans les premières années. Il y en a peut-être un peu moins à la longue, surtout quand il y a des succès. Ouais, je t'en prie. Alors la question, c'est si la valeur marchande de la société est inférieure à la valeur nominale, on rachète à quelle valeur? C'est ça la question, n'est-ce pas? Alors, on rachète à la valeur qui est écrite dans le pacte. Donc si la valeur qui est écrite dans le pacte, c'est la valeur nominale, on reste à la valeur nominale. Et effectivement, on peut avoir un truc bizarre où en fait la valeur nominale devient supérieure aux actions vestées, la valeur de marché. Moi, ce que je vous conseille, soit dit en passant, puisque vous êtes quasiment tous entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, petite parenthèse sur le capital social, quand vous créez votre startup, euh, mettez un capital social relativement faible, jusqu'à 10 000 euros maximum. En général, on crée des sociétés avec un capital de 1 000 euros, des actions de 1 centime d'euro, ce qui nous permet d'avoir 100 000 actions. C'est largement suffisant et puis vous financerez par des augmentations de capital, par des levées de fonds, ou vous pourrez vous-même financer la société en compte courant d'associé, donc en faisant un prêt à la société. Donc en général, on n'a pas cette difficulté puisque le capital est quand même fortement diminué aujourd'hui. Je me demande, vu toutes les questions, pour que ce soit plus clair et que je vous évite surtout de réentendre vos questions, je me demande si on peut passer le micro. Tu penses que c'est possible? Voilà. Ah, on n'a pas le cube. Alors, je vous en prie, j'avais vu plusieurs autres questions. Ça fait peur le micro, sinon? Non, c'est bon? Ok, ok. Bon, le micro a fait peur. Mais bon, n'hésitez pas si vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit. Surtout que je vais regarder le temps. À mon avis, il est déjà... Ouais, je vais accélérer un peu. J'avais une dizaine de clauses, on n'en a vu qu'une, donc je vais les... Mais merci pour vos questions, c'était intéressant. On va en faire plusieurs, oui, on va peut-être en faire plusieurs. Ouais, ouais, ouais. On va en faire d'autres. On en fera d'autres, promis. On va faire comme ça. Demandez à 42 entrepreneurs, moi je viens. Je vais vous parler. J'avais mes petites anti-sèches, j'ai de liste de clauses que j'aurais pu échanger avec vous, sur lesquelles j'aurais pu échanger avec vous. Écoutez, comme je pense on se donne encore 10 minutes, ça vous va? Ouais, alors je pense qu'on en fera une autre. Je vais vous donner cette fois-ci au moins une clause. Je ne m'engage pas sur le nombre de clauses, puisque tout à l'heure je voulais vous en donner 10 et je vous en ai donné qu'une. Je vais vous donner une autre clause, mais cette fois-ci qu'on inscrit d'abord dans les pactes d'associés avec les investisseurs. Ou plusieurs clauses. Allez, je vais essayer de vous donner 2-3 clauses que vous ne verrez pas au début, mais le jour où vous avez des investisseurs, elles existeront. Donc je vais vous les expliquer et je vais surtout vous donner les bons trucs pour pouvoir les négocier au mieux. Alors la première clause dont je vais vous parler, c'est une clause qu'il faut refuser, absolument. Donc ça sera en latin en plus, vous avez vu, donc c'est nul de... Si voilà, faut pas parler. Ça peut être intéressant d'étudier le latin, mais il ne faut pas parler latin et encore moins avoir cette clause dans le pacte d'associés. Ça s'appelle la clause de pari passu. P-A-R-I, plus loin, P-A-2-S-U. Celle-là, il faut la refuser. C'est une clause qui dit en substance que lorsque vous acceptez un nouvel investisseur et que vous lui donnez des droits particuliers, quels que soient les droits particuliers, une place au board, des dividendes prioritaires, une possibilité de préempter les actions, vraiment n'importe quel droit que vous lui donnez à ce nouvel investisseur, et vous devez donner tous ces mêmes droits aux autres investisseurs historiques que vous aviez déjà dans le capital. En fait, vous avez vendu lors du premier tour de financement des actions en classe éco. Si un jour vous vendez une première classe ou une business, tout le monde est upgradé. C'est ça la clause de pari passu. Et celle-là, il faut la refuser. Pourquoi? Vous allez me dire, soyons généreux. Il ne faut pas être radin. Il faut absolument la refuser parce que
l'investisseur qui paye sa business ou sa première, lui, il n'acceptera jamais de te donner l'argent pour acheter son billet de business ou première, et qu'en même temps, il y a des gens qui avaient payé la classe éco il y a 1 an et demi et qui soient automatiquement upgradés alors qu'ils ne remettent pas d'argent au pot. En fait, c'est impossible pour le nouvel investisseur d'envisager ça. On peut trouver ça absurde, hein, et on pourrait en débattre. On pourrait dire, mais ceux qui ont mis de l'argent au début, certes, ils les ont payé beaucoup moins cher les actions, mais ils ont pris beaucoup plus de risques. On pourrait en débattre. Mais la pratique de marché, elle est telle que je vous l'ai décrite. Donc, ne donnez pas de droit de pari passu parce que sinon, vous allez être en difficulté puisqu'il va falloir aller quémander à vos premiers investisseurs le fait de renoncer à ce droit de pari passu. Et en fait, vous allez vous rendre compte vite que vous allez vite vous rendre compte que quand on négocie dans le monde de l'investissement, c'est comme, j'y étais il y a 2 mois, c'est comme aller au souk de Marrakech. C'est très sympathique, mais donc c'est je te donne ça, tu me donnes ça, ah, on fait un bluff, c'est ça. Et bien là, ça va être pareil. Vous allez, pour qu'ils vous redonnent le droit que vous leur aviez donné le droit de pari passu, ben, il va falloir leur donner autre chose. Ou il va falloir je sais pas moi, les stresser, ou il va falloir trouver une technique psychologique ou logique. Si vous voulez vous dispenser de ça, ne donnez pas au départ le droit de pari passu, tout simplement. Alors, mais merci pour vos questions, c'est très intéressant et puis c'est génial vraiment qu'on les ait. Peut-être pour éviter de vous laisser rester un peu sur la fin, sur votre fin, je vous donne aussi 2 autres clauses et puis après on peut prendre quelques questions. 2 autres clauses que vous allez rencontrer avec les investisseurs qui sont très très importantes. Il y en a une qui s'appelle la clause de liquidation préférentielle. En anglais, on appelle ça la liquid pref. Je vous donne les termes anglais. Il y a pas mal de termes anglais. C'est pas pour faire Brian is in the kitchen ou je suis un avocat au barreau de New York, je sais plus parler français. C'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, les termes nous viennent de la Silicon Valley en général et on n'a pas trop inventé ces pratiques-là en France. Et donc, du coup, souvent, les termes ont peu été traduits et puis en plus, on écrit de plus en plus de documentation uniquement en anglais, même entre français. Et du coup, c'est les termes anglais qui viennent, mais c'est pas le seul domaine où l'anglais prend le pas. Donc, il faut connaître aussi les termes anglais. D'ailleurs, en général, on vous les donnera en anglais. Donc, la liquid pref, si vous m'avez tout suivi, la clause de liquidation préférentielle, elle dit la chose suivante. Elle dit qu'on ne va pas respecter la proportionnalité du nombre d'actions le jour où on vend la société. Je réexplique de manière plus concrète. Je pense que ça ne l'est pas pour l'instant. Le jour où vous vendez votre startup, allez, donnez-moi un chiffre de combien vous pourrez vendre votre startup. 100 millions, c'est bien, c'est bien. On a des super entrepreneurs. Allez, 100 millions. On vend votre startup 100 millions. Et ça vous va si j'étais le numéro 3 de la boîte et j'avais 25% de la boîte? Donc là, qui veut devenir... attendez, j'éteins mon téléphone. Qui veut devenir mon ami? Je suis sur le point de vendre... j'ai dit combien? 25% de la boîte et la boîte vaut 100 millions d'euros. Je pense que c'est ça. Ça devient intéressant. En fait, pas forcément, à cause de cette clause. Mais bon, vous saurez comment bien la négocier. Et pour vous, vous ne ferez pas avoir comme moi, j'ai pu me faire avoir dans l'exemple que je vais vous expliquer. En principe, vous dites, c'est ce que j'ai entendu tout de suite, là, 25 millions. Il y a au moins 10 personnes qui ont dit 25 millions. Et vous avez raison. En principe, si j'ai 25% de la boîte, qu'elle est vendue 100 millions, je récupère 25 millions d'euros. Ça, c'est la logique. En fait, grâce à cette clause de liquid pref, on peut changer les règles du jeu. Et on peut imaginer que les investisseurs récupèrent au départ un certain montant avant que quiconque ne touche 1 euro de la vente. Donc, je prends un exemple. Je m'appelle Uber, Lyft. J'ai levé des centaines de millions d'euros. J'ai levé, par exemple, 130 millions d'euros. Et puis, la boîte est un jour revendue 100 millions d'euros. Si j'ai mis ce qu'on appelle une clause de liquidation préférentielle x1, vous allez tout de suite comprendre ce qu'il en est. Pourquoi il y a x1, il peut y avoir x2, x3. En fait, moi, fondateur, vous savez, je suis sûr que vous allez trouver vous-même la conclusion. Avec combien je repars d'argent une fois que la boîte est revendue 100 millions? Ouais, je vois tout le monde qui dit 0. Voilà, 0. Ouais, on ne va pas me chercher d'argent, mais donc techniquement, je suis en négatif, mais donc je repars avec 0. En fait, la clause de liquidation préférentielle, c'est très usuel que demandent les investisseurs et que vous devez accepter si vous êtes avec des fonds d'investissement. En tout cas en premier tour, c'est de dire la chose suivante, les investisseurs, avant que n'importe qui reprenne de l'argent, eux reprennent leur bille. C'est ça la foi. Hein. Historiquement, ou dans certains tours assez avancés, on peut avoir des x2. Donc on peut dire, moi investisseur, je reprends
2 fois ma mise avant que quiconque puisse prendre de l'argent. Historiquement, on avait des fois, je ne sais combien, hein. Maintenant, c'est devenu de plus en plus favorable aux entrepreneurs, donc on les voit plus, en tout cas en seed, et on peut les voir de manière très sporadique quand on est dans des tours plus avancés. Mais c'est ça la clause de liquidation préférentielle. Et donc vous comprenez que c'est plus qu'important, parce qu'en général, quand vous développez votre startup, vous n'allez pas énormément vous enrichir avec du salaire, voire vous allez peut-être même vous-même investir de l'argent, vous allez être en négatif. Et la vraie carotte, c'est de revendre la boîte. Une des grandes carottes, c'est de revendre la boîte. Si vous signez un paplard, globalement, qui est fait à l'envers, et vous vous donnez une clause de liquidation préférentielle totalement inusuelle, vous pouvez vous retrouver à vendre relativement bien la boîte et n'avoir presque rien, voire rien du tout. Donc c'est très très important, cette clause de liquidation préférentielle. Ce que je vous invite, c'est tout simplement à avoir des clauses qui sont, mais pas que la clause de liquidation préférentielle, dans les usages. Le but, on ne va pas essayer d'arnaquer, entre guillemets, hein, les investisseurs. On ne va pas essayer de leur tordre spécialement le cou. Essayons de faire du business fair. Et en échange, on n'a pas envie non plus de se faire tordre le cou. Donc restez dans les usages. Voilà, en général, comme je vous disais, les clauses d'implication, entre 3 et 5 ans, il y a des usages aussi dans les clauses de liquidation préférentielle selon l'avancement de la société. Demandez aux gens qui vous conseilleront à ce moment-là quels sont les usages si vous ne les connaissez pas vous-même. Mais faites très attention avec cette clause. Je prends toutes les questions juste après. Je vais vous parler d'une dernière clause qui se voit beaucoup dans les pactes avec les fonds d'investissement. Je peux vous parler, j'en ai pas mal en tête, je peux vous parler d'une clause sur la gouvernance. Souvent, les investisseurs vont prendre une participation minoritaire dans votre société. Ils vont prendre 10, 20, peut-être de manière additionnée, ils auront 30% des actions. Et vous vous rendez compte qu'ils n'auront pas forcément de minorité de blocage. Donc un investisseur qui prend 20% dans votre société, dans votre SAS, en principe, s'il ne demande pas la clause que je vais tout de suite citer, il a peu de pouvoir sur la gestion de la société, voire aucun pouvoir. Qu'est-ce que font les investisseurs pour contrebalancer ça? Ils vous demandent la création d'un board. En français, on peut le traduire comme on veut, comité stratégique, comité consultatif, comité, conseil. C'est tout pareil. Et donc on écrit dans le pacte d'associés ou dans les statuts, cette société dispose d'un comité consultatif, voilà, ou d'un conseil stratégique, voilà, encore plus fréquent. Et l'investisseur va dire, on va écrire dans nos statuts ou dans notre pacte que ce conseil stratégique doit être consulté avant de prendre une grande liste de décisions, 3 pages de décisions. Avant de bouger le petit doigt, l'entrepreneur, il doit toujours demander au board l'accord. Bon, ça peut nous être demandé. Et en fait, là où la boucle est bouclée, c'est que l'investisseur il va dire, mais attention, dans ce conseil stratégique, vous pouvez siéger, les investisseurs, on peut même demander à des advisors externes de venir, mais moi aussi je siège, moi investisseur. Et voilà, et moi j'ai un droit de veto. Donc s'il n'y a pas mon accord, on ne peut pas le faire. Et donc c'est comme ça qu'un investisseur qui a 5, 10, 15% de la boîte peut se retrouver à avoir la main sur votre salaire, votre révocation, la conclusion de contrats stratégiques, la vente même de la société, etc., etc., etc. Et donc ça, c'est une clause qui n'a pas un nom, c'est la clause, c'est la gouvernance. Et donc c'est un ensemble de clauses. Et cette gouvernance, vous avez compris, hein, c'est plus que essentiel. Et c'est quelque chose qui vous est demandé par les investisseurs, donc à négocier à chaque fois. Voilà, j'ai encore plein d'autres clauses et je sais que vous avez pas mal de questions. On va prendre les questions et puis peut-être qu'on en refera une autre parce qu'on se rend compte que le temps passe vite. On passe le micro, hein. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la clause de liquidation préférentielle. Dans quel cas elle est utile? C'est dans le cas où la valorisation de la boîte par rapport au prix d'achat est différent, c'est ça ou... Bien sûr, en fait. Ouais, merci pour la question. La clause de liquidation préférentielle, c'est une clause qui est utilisée notamment quand on revend la boîte. Donc dans l'exemple, quand on revend la boîte 100 millions d'euros. Dans cette clause, on peut dire que quelqu'un qui avait 25% des actions, en fait, ne va pas se retrouver avec 25% des actions. On peut donner une préférence, c'est pour ça que ça s'appelle liquidation préférentielle. Donc on peut attribuer en général à l'investisseur la possibilité, par exemple, de reprendre les premiers 15 millions d'euros. Et en fait, du coup, les autres investisseurs ou les founders, on se répartit juste les miettes, ce qui se reste après que les investisseurs aient mangé.
Donc c'est dans le cas où toute la boîte ne serait pas complètement rachetée, seuls 50% de la boîte par exemple serait rachetée et les personnes préférentiellement pourraient vendre en premier leur part, c'est ça? Alors en fait, la boîte est vendue intégralement. On vend 100% des actions pour un prix, dans notre exemple, 100 millions d'euros, mais ça peut être pour un prix plus raisonnable. Ça peut être par exemple pour que ce soit plus crédible, allez, on va dire 10 millions d'euros. On vend la boîte 10 millions d'euros, donc toutes les actions sont vendues, tous les investisseurs vendent les actions, mais donc il y a 10 millions d'euros qu'entrent sur un compte bloqué. On met 10 millions d'euros contre toutes les actions et la question c'est comment on va répartir cet argent. Et en fait, on peut dire que les premiers 3 millions vont à l'investisseur. Ou les premiers 7 millions, alors que l'investisseur n'aurait que 5% des actions. Hein. Est-ce que ça répond un peu plus à ta question? Ça te donne quelques perspectives? Un peu plus, il va falloir que je creuse un peu, je pense. Écoute, discutons-en après si c'est pas clair ou si tu as d'autres questions. Merci. C'est ça, c'est un mécanisme de protection pour les investisseurs. Alors les preferred shares, c'est des actions de préférence. Donc les actions de préférence, c'est des actions qui ont des droits préférentiels. Et un de ces droits préférentiels, ça peut être le fait de reprendre son argent avant que les autres reprennent de l'argent. Donc ça peut être un des droits dans le cadre des actions de préférence. Est-ce qu'on peut passer le micro? Il y a plusieurs questions par ici. Oui, bonjour. Super simple, j'ai pas retenu le nom de la dernière clause. Alors, la dernière clause n'a pas de nom en soi, mais c'est les clauses liées à la gouvernance. Ouais. Oui, une question sur la gouvernance, justement. Par rapport à l'exemple que tu as donné, est-ce que ça peut être utilisé dans l'autre sens, c'est-à-dire un investisseur qui amène 70% de capital et donc on pourrait enfin 80%, et donc on n'a plus la minorité de blocage. Et est-ce qu'à ce moment-là, on peut se mettre une clause de gouvernance pour continuer à prendre les décisions majeures de la société et que ça ne soit pas uniquement lié à la proportion du capital? Exactement. On peut écrire ce qu'on veut, donc je te confirme que si tu te retrouves dans une société où tu aurais été en fait toi-même surdilué, parce qu'en fait la société a très bien marché, qu'elle est devenue énorme, et en fait tu t'es retrouvé minoritaire dans ta propre société, on peut envisager un board dans lequel, au lieu que ce soit l'investisseur dans l'exemple historique, que ce soit finalement le fondateur de la société ou l'ensemble des fondateurs qui ont un droit de veto sur certaines décisions très stratégiques. Oui, c'est possible. Oui, parce que si on commence à 1000 euros, comme tu disais tout à l'heure, et qu'on finit à 100 millions, on sera vite minoritaire, quoi. Oui, oui, oui. Alors en général, juste une petite précision, sans vouloir être trop long ni trop dans les détails. Quand on fait une augmentation de capital, quand on fait entrer, par exemple dans l'exemple, on fait entrer, je ne sais plus combien on avait dit, mais c'est-à-dire 100 millions, voilà, on fait entrer 100 millions en caisse. On n'a pas les 100 millions qui vont dans le compte, c'est un peu de la compta juridique, qui vont dans le compte capital social. En fait, on aura l'immense majorité qui va aller dans un compte prime d'émission, donc ça ne comptera pas. Et on aura peut-être 300 qui iront en capital social. Donc au final, le capital il va passer de 1000 à 1300. Et donc au final, les investisseurs auront, c'est pas exactement 30%, ils auront un peu moins puisqu'ils auront 300 sur 1300, et ils auront 23% de la société. Et donc c'est pas uniquement en levant des millions d'euros qu'on se fait forcément diluer, surdiluer. Donc, si on se retrouve à devoir négocier des contrats avec des investisseurs après des levées de fonds, vaut mieux le laisser chez les professionnels, négocier les droits et les détails, parce que c'est vrai que oui, oui. La question, voilà, déjà, il faut moi, je te remercie on vient vous de chercher. suggérer, mais je dirais que c'est comme, ça reste optionnel Oui. de te faire conseiller. Je dirais que c'est comme quand tu veux faire l'électricité chez toi. Oui. Si tu l'as déjà fait plusieurs fois ou tu as déjà vu un professionnel le faire, surtout sur les choses simples, tu peux le faire. Il n'y a pas forcément besoin. Ok. En fait, mais effectivement, à un moment, chacun son métier. Et puis quand tu es dirigeant d'entreprise, en général, après, puis qu'il y a du succès, puisque tu fais une levée de fonds, en fait, tu es déjà suroccupé à faire plein de choses. Ouais. Tu pourrais faire la compta, tu pourrais même faire le ménage, tu pourrais faire les. Parce que les faire risques l'admin, ne sont mais- pas très évidents. C'est vrai que quand on comprend les répercussions de le x1, le x2, c'est vrai que dans ma tête, si je bien sûr, voyais bien sûr. ça, je ne penserais pas que c'est l'élément le plus, Ouais, bien sûr que c'est plus clair. bien Donc, sûr, bien sûr. mais bon, j'aimerais dire, je crois qu'on est tous super contents que vous êtes là parce qu'on a rarement l'opportunité de vraiment demander des questions extrêmement détaillées et précises. Donc, je ne peux que de demander que vous en faites.
Fassiez d'autres. Merci pour l'enthousiasme. On reviendra, on en fera d'autres. On peut remercier Maxime hein, qui a tout organisé, hein, de 42 entrepreneurs. Voilà. Ah, des questions de partout. Les 10 clauses, non, il n'y en a pas. Moi, je suis sur la rédaction d'un bouquin, mais j'ai trop de dossiers en ce moment. Donc, c'est un bouquin qui avance très, très lentement. Mais non, malheureusement, je ne suis pas sûr que sur le web, on peut trouver... mais ouais, vous pouvez prenez des notes de ce qu'on se dit. Il n'y a rien qui est caché. Encore une fois, il y a CNN qui diffuse. Voilà, faites une série. Ravi de les relire également. Ouais, j'avais juste une question du coup, parce qu'on a parlé pas mal de trucs, enfin les pouvoirs des dirigeants, le conseil stratégique, etc. Et puis les droits de vote, on lirait un peu avec le pacte d'associés, mais du coup, est-ce qu'on risque pas à des moments des clashs avec les dispositions enfin, du régime des sociétés, etc. Est-ce qu'on peut pas s'abriter en partie derrière ça à un moment, justement, quand on a des investisseurs qui veulent enfin, contrer des trucs qui sont un peu obligatoires, par exemple me retirer quasiment ma liberté de vote, quoi. Alors, si je comprends bien ta question, tu dis, là, on explique qu'on peut faire beaucoup de choses dans le pacte d'associés ou même autrement, mais est-ce que à un moment, ça peut pas être en contradiction avec le droit en général? C'est ça ta question? Et est-ce Ouais, que ça un peut peu être avec le régime des sociétés, voilà, je avec sais le pas, par régime? exemple sur mon droit de vote, bon bah je vais ou sur qui sont les dirigeants de telle ou telle société, bah le code de commerce il tranche à un Ouais, moment. ouais. Donc il donne un pouvoir et enfin il est un peu au-dessus du coup du pacte d'associés qui est juste un contrat. Est-ce que on peut s'abriter derrière ça un peu quand on va vers des investisseurs Alors, effectivement, il faut quand même respecter le droit. Donc, par exemple, on ne pourrait pas dans un pacte d'associés, enfin, ça aurait pas de sens d'écrire dans un pacte d'associés la SAS n'a plus de président. Parce qu'en fait, en droit, toute SAS doit avoir un président. Donc, effectivement, on ne peut pas aller contre ce que dit le droit. Et si on le dit, c'est comme si vous écriviez, vous écrivez quelque chose d'illégal. C'est comme si vous écriviez, on se met d'accord pour aller voler quelqu'un. Bon, on pourrait refaire de la théorie juridique sur. Il y a des proverbes latins qui expliquent que c'est pas possible. Mais donc oui, il faut quand même respecter le droit. D'ailleurs, quand on parlait des clauses de préférence, des actions de préférence, en fait, je vous disais qu'il faut les mettre dans le pacte d'associés. Une petite technique, peut-être que je vais un peu trop dans les détails, mais en général, on dit que comme ces droits préférentiels, on est censé les mettre plutôt dans les statuts que dans le pacte d'associés, parce que le droit nous dit qu'il faut le mettre dans les statuts. En fait, on le met toujours dans le pacte d'associés, mais on dit, à première demande, nous le mettrons dans les statuts pour nous conformer au droit. Donc c'est comme ça qu'on essaie de slalomer entre la rigidité parfois du code de commerce et toute la flexibilité qu'on tente d'avoir dans la structuration des startups et des investissements. Je crois qu'on a une question ici et ici, si vous voulez faire passer le micro. Vous disiez au début, On peut se tutoyer, hein. pardon, qu'il était important de faire checker le pacte d'associés par un expert. Combien ça coûte? Alors, c'est une bonne question. En général, ce que je vous inviterais, c'est même pas forcément à faire checker un pacte d'associés, pour le coup, alors que prenez quelqu'un qui va vous guider pour même rédiger le pacte d'associés, parce que le plus important, c'est en fait pas le document à la fin, c'est pas comme des conditions générales de vente, où là, oui, tu pourrais faire checker des conditions générales de vente et dire, est-ce que c'est bon, je respecte le code de la conso, je respecte tout, ça, hop, et on va laisser peser. Le pacte d'associés, c'est un contrat très intime que vous faites avec vos associés. C'est un peu comme un contrat que vous pourriez faire avec votre femme ou votre mari. Vous détermineriez des choses très concrètes du quotidien. Qui met combien d'argent dans le compte commun? Qui nettoie les toilettes? Qui nettoie la salle de bain? Qui fait le ménage? Qui fait les courses? Et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de faire. C'est chacun son truc. Et donc, ça n'a pas de sens de reprendre ni le pacte du voisin, ni de juste regarder est-ce que ça fonctionne juridiquement. Le plus important, c'est de vous mettre d'accord déjà d'un point de vue humain et qui anticipe les futures étapes. Et ensuite, éventuellement, effectivement, d'avoir un papier qui fonctionne juridiquement. Mais je dirais même qu'à choisir entre un pacte d'associés qui copie celui qu'a fait un voisin, mais que dont vous n'avez jamais discuté, sur lequel vous n'avez rien appris, et
en fait, une discussion qui aurait été menée avec un professionnel qui vous explique tout, qui vous pose les sujets sur lesquels il faut que vous vous mettiez d'accord, mais au final où vous ne signeriez pas le pacte d'associés, ben, je préfère cette deuxième situation, parce qu'au fond, il est très rare que vous alliez un jour faire des procès pour non-respect du pacte. Donc finalement, le papier en lui-même, il n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est la discussion que vous avez eue en amont, le fait d'avoir anticipé les sujets. Et moi, je veux dire que quand on organise justement ces discussions au cabinet entre fondateurs, ben, on a souvent, il ne faut pas le tourner de manière trop négative, on ne va pas dire des blocages, mais des surprises. Parce qu'en fait, on met le doigt sur des sujets qui n'avaient pas été abordés entre les fondateurs. Et en fait, si on n'a pas cette discussion, mais qu'on fait que signer un paplard qui est certes très logique, à mon sens, on est passé à côté de l'intérêt du pacte d'associés. Et donc, et combien ça coûte écoute, il y a tous les prix, il n'y a pas de prix réglementé. Si je peux te donner un ordre d'idée, il ne faut pas que ce soit trop peu, parce qu'en général, si c'est trop peu, ou sinon, il faut que ça s'inscrive dans le cadre d'un bénévolat. Mais quand c'est trop peu, c'est que soit tu as quelqu'un qui a vraiment peu d'expérience, soit si c'est trop peu, tu sais ce qu'on dit, tu fais semblant de payer quelqu'un, en général, il fait semblant de travailler. Il ne faut pas que ce soit trop peu, il ne faut évidemment pas que ce soit trop cher. Une bonne fourchette, pour moi, ça serait entre 1 000 et 2 000 euros. Ok. On a une question par ici. Ah, derrière toi aussi. Priorité à la proximité. Du coup, tu disais que la clause de liquidation préférentielle, ça sert, enfin, si j'ai bien compris, ça sert surtout à protéger donc les associés pour qu'ils reçoivent des parts quand ça se liquide, enfin des sous. Est-ce que si on met ça dans les statuts, les investisseurs, ils vont pas flipper en fait? À quel moment c'est pas bon de le mettre? Enfin, ouais, c'est ça. Alors déjà, en général, cette clause, on la met surtout dans le pacte d'associés, parce que c'est quelque chose qu'on veut garder secret. On veut pas que tous nos concurrents, tous les gens puissent savoir nos petits accords entre nous de qui prend l'argent si on vend la boîte. Donc en général, on le met d'abord dans le pacte d'associés. Et en fait, les investisseurs, quand ils vont venir dans la boîte, eux vont tout passer au peigne fin, donc ils vont pas te laisser une clause de liquidation préférentielle sur laquelle ils seraient pas d'accord. Et est-ce que, je me demande si ta question, c'est pas plutôt, est-ce qu'on pourrait nous, en catiminer, se mettre d'accord sur quelque chose et sans inclure les investisseurs? En fait, si la clause de liquidation préférentielle n'inclut pas tout le monde, c'est-à-dire si tout le monde n'a pas dit oui, je suis d'accord avec cette clause, en fait, elle t'est pas opposable. Donc moi, si j'ai 25% d'une boîte et j'ai pas signé de clause de liquidation préférentielle, même si vous avez pu vous mettre d'accord sur ce que vous voulez dans un pacte d'associés, si moi je l'ai pas signé, Coco, moi tu vends la boîte 100 millions, je prends 25%, je m'en fiche de ce que tu as signé par ailleurs. Donc je pense que ça te donne la perspective de comment est-ce qu'on peut faire ou pas des clauses de liquidation préférentielle de manière un peu solitaire. Oui, oui, donc je confirme. Oui, oui. C'est ça, exactement. Donc quand on fait un premier pacte et qu'on le remplace par un nouveau pacte, il faut effectivement avoir l'accord du coup de tout le monde pour que tout le monde qui avait signé le premier pacte dise je renonce au premier pacte et je signe le nouveau pacte. Et c'est là où un ultra minoritaire peut parfois avoir un petit pouvoir de nuisance, puisque même si en fait il n'a aucun droit, on a envie d'avoir sa signature dans le nouveau pacte, ne serait-ce que pour qu'il signe cette clause de liquidation préférentielle qui sinon modifierait tous nos beaux calculs, peut-être qu'à la marge, mais quand même un peu. Oui, exactement. L'investisseur, en général, il demande à voir l'ancien pour voir si on a respecté nos droits précédemment, si on a bien convoqué le board s'il le fallait. Si ce n'est pas fait, il demande à que ce soit régularisé. Il ne veut pas entrer dans une société qui déjà est un peu bancale. Mais oui, l'ancien pacte ne sert à rien. Ce n'est pas un atout d'avoir un bon ancien pacte ni un handicap tant qu'on n'a pas promis en amont, par exemple, des clauses de pari passu dont on discutait avant. Vraiment, le nouveau pacte remplace l'ancien pacte. À nous de maintenant réussir à obtenir l'accord de tous les anciens pour cette renonciation et ce remplacement par le nouveau pacte. Moi, j'ai une question un peu plus pratique, à laquelle tu vas peut-être pouvoir répondre par ton expérience d'avocat. Quand il y a des grosses levées avec des fonds dont c'est le métier, ce qu'on voit, c'est qu'en général, les sociétés ne lèvent pas seulement du capital, elles lèvent aussi de la dette convertible en actions. Ce qui est en fait un moyen pour les VC ou les fonds de private equity de se retourner si ça va mal et de prendre le contrôle de la société alors qu'ils n'ont pas la majorité des actions. Est-ce que dans la pratique, ça se négocie ou est-ce que c'est impensable? Alors, dans la pratique start-up, donc les fonds d'investissement VC, venture capitaliste, c'est très rare
surtout dans les premiers tours, qu'il y ait aussi ce complément de dette d'obligations convertibles. En général, on n'a que la partie capitale et on n'a rien d'autre. On n'a pas en plus des obligations convertibles pour potentiellement prendre le contrôle. Ça, on le voit que dans des cas très spécifiques, soit des entreprises qui ont des grandes difficultés, soit dans des cas où on sait déjà qu'on va se faire racheter par un grand groupe et c'est eux qui y ont souscrit, mais en fait, on n'est pas perdant, tout est bien négocié. On a un bonus, on revend nos actions. Donc vraiment, moi, plutôt ma compréhension, ça serait qu'on n'a pas ces obligations convertibles, on a vraiment un apport en capital et donc il n'y a pas de crainte forcément à avoir sur ces obligations convertibles. Ce qui se fait par contre, c'est qu'avant de lever de l'argent en augmentation de capital, parfois, effectivement, on lève de l'argent avec des outils un peu hybrides qui peuvent être des obligations convertibles ou quelque chose qu'on appelle le BSR. On pourra faire d'autres workshops dessus. Mais le but de ces outils, c'est pas de prendre le contrôle de la société et autres, c'est juste de dire, on ne sait pas encore exactement comment valoriser la société, donc compliqué de faire une augmentation de capital en disant, voilà, la valo, c'est 2 millions d'euros ou c'est 3 ou 4 millions d'euros. On dit, on remet à demain la valo à la prochaine levée et en fait, on se calera sur la prochaine levée avec peut-être un discount de 20%. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on voit des obligations convertibles ou du BSR, mais moi je ne vois pas forcément le schéma, si j'ai bien compris, que tu décrivais, où on investit en capital d'une part et d'autre part, en même temps, on prend des obligations convertibles qui seraient un peu une épée de Damoclès et nous permettraient de prendre le contrôle si quelque chose se passait mal. Ça, dans la pratique VC, surtout dans les premiers tours, il y en a quand même beaucoup et tout le monde n'arrive pas en série E. Donc dans l'immense majorité des cas, on n'a pas cette double structuration. C'est une question quand même assez vaste, mais là on parle quand même beaucoup de la France. Du coup, c'est quoi l'équivalent aux US par exemple? Spécialement le pacte d'associés, est-ce que ça existe? C'est le même format? Tout ça, quoi. Très bonne question. Alors, aux États-Unis, oui, ça existe. On a tout piqué de là-bas. Donc, à peu près tout ce qui existe en France existe là-bas. C'est structuré parfois un peu différemment parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes règles. Mais c'est vraiment le même principe. Et tout ce dont on vient de parler aujourd'hui a son équivalent très précisément aux États-Unis, en Angleterre et je pense dans à peu près tous les pays, puisque, comme tu sais, on a principalement 2 systèmes juridiques dans le monde. Le droit civil, nous, et puis... qui est repris par tous les pays qui ont un code civil, et puis les droits anglo-saxons, qui sont, eux, extrêmement proches les uns des autres aussi. Donc, je serais assez serein pour te dire que ce dont on vient de parler aujourd'hui existe dans le monde entier, même si dans les détails, ça peut être structuré différemment, mais on arrive au même résultat. Au niveau des pourcentages de la boîte, si on met des clauses pour, par exemple, qu'il y a une personne qui ait le contrôle, etc., les pourcentages, après, ils servent à quoi par les dividendes? Est-ce que tu peux me reformuler la question? Par exemple, une personne, elle a la majorité. Il y a des investisseurs qui rentrent, etc. Elle n'a plus la majorité. Mais comme sur Facebook, Zuckerberg, il contrôle toujours Facebook. Parce qu'il a signé des clauses que c'est lui qui contrôle. Du coup, les pourcentages, ils servent qu'aux dividendes, du coup? Ouais, effectivement. Quand tu as des actions d'une société en France, aux États-Unis, tu as le droit à 2 choses. Avoir une action, ça te permet d'avoir 2 choses. Ça te permet de voter, donc c'est ce qu'on peut appeler les droits politiques, et ça te permet de gagner de l'argent, soit quand il y a des dividendes, tu les encaisses, soit tu peux aussi revendre l'action et faire une plus-value. Et effectivement, on peut séparer les deux. Et alors, il faudrait voir comment c'est structuré exactement sur Facebook, mais parce que parfois aussi, tu peux faire des sociétés, des holdings qui ont des droits spécifiques, mais effectivement, on peut dissocier les deux. Et donc, si tu n'as que l'un, tu n'as pas l'autre. Et si tu n'as que l'autre, tu n'as que l'un. Donc, oui, on peut dissocier les deux et envisager d'avoir, quand on est à une assemblée générale et qu'on demande à voter, de pouvoir lever la main. Et que, par contre, quand on dit qui veut des dividendes, là, tu n'as pas le droit de voter. Ou tu lèves la main moins haut. Je vais avoir une question un peu naïve. Si jamais on a des associés qui deviennent bloquants et potentiellement mettent en danger l'entreprise, est-ce qu'il y a des leviers et comment les mettre en place justement pour potentiellement récupérer leur part et débloquer l'entreprise? Les conflits d'associés, c'est jamais simple. C'est jamais simple, il n'y a pas forcément de solution magique. Il y a des clauses qui existent qui peuvent permettre d'anticiper, de résoudre quelques difficultés. On peut avoir des clauses où on se dit
Si on s'entend plus, il y en a un qui peut proposer à l'autre de racheter pour un certain montant ses actions, et l'autre, soit il accepte, soit s'il n'accepte pas, il doit lui-même acheter les actions de l'autre. Donc c'est un peu qui dégaine le premier, et puis hop, carte sur la table. Donc il y a des clauses comme ça, mais c'est un peu agressif, et moi je pense que ce ne sera pas forcément une réponse juridique au conflit d'associés. Ça sera vraiment plus une question de négociation et voire de procès si un jour il y en a. Il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire que même si on avait une solution juridique pour te faire cohabiter avec quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, bah, en fait, si on te force à cohabiter avec quelqu'un dont tu ne partages pas la vision, voire que tu détestes à un instant T, bah, en fait, ça va mal se passer quand même. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Donc, à titre personnel, j'ai quand même des réticences à pouvoir te dire qu'avec du droit, dans des sociétés de taille quand même réduite, voire toute petite, on peut résoudre les conflits d'associés. Si vous avez un problème à la maison, avec, encore une fois, c'est comme un mariage. Hein. Parfois, on n'est que 2 dans une société, ou 3, on est un peu polygame. C'est pas parce que si on te force à te dire bah non, toi tu dois te taire, c'est les autres qui ont raison, bah, tu vas pas être content et ça va mal se passer. Donc on est un peu condamné à s'entendre quand on est dans une petite société, dans une société qui est plus évoluée, qui est moins notre hypothèse de départ. Bah, on peut envisager qu'il y ait des majorités qui votent pour certaines décisions et que les autres ne disent rien, mais si plusieurs personnes ont des droits de blocage, oui, on peut avoir des blocages, et à mon avis, c'est pas avec du juridique qu'on avance dans le bon sens. Quand tu parles de problèmes de blocage, est-ce qu'on peut comparer ça avec l'ONU et les droits de veto? Ouais, D'accord, par ok. exemple. Ouais. Mais après, pour moi, quand il y a une décision qui n'est pas prise, qui a un droit de veto, bah, comme tu le dis, ceux qui ont mis leur veto sont contents, mais les autres ne sont pas contents, et en fait, c'est pas intéressant pour la société. En tout cas, il y a vraiment un problème. Et inversement, s'il y en a un qui impose aux autres quelque chose, bah, en fait, c'est aussi un blocage, parce que la société a fait quelque chose, mais si l'un des associés était fondamentalement contre, on va quand même avoir une difficulté. Ok, merci. Bon. J'en prie. Alors, ma question, c'est à quel moment il faut, enfin, à quelle échelle, c'est un peu compliqué, à quel moment il faut rassembler tout le monde pour voter, par rapport à quelle décision, enfin, C'est une très bonne question. Ouais. Ouais, c'est comment, en fait, c'est quoi les boards, c'est quoi l'Assemblée générale, c'est quel pouvoir le président. Je vais vous donner des explications qui, j'espère, vont être claires et simples. Dans une société, dans une SAS, c'est la seule société que vous devez faire en tant qu'entrepreneur, par principe, ce qu'on appelle les mandataires sociaux, donc président, directeur général, donc les personnes qui sont nommées pour représenter la société et qui ont le droit de signer au nom de la société, peuvent, par principe, tout faire. Donc ils ont tous les droits. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent embaucher, embaucher un salarié, ils peuvent signer un contrat avec un client, faire un contrat de prestation de service. Ils peuvent tout faire. Il y a juste certaines décisions qui sont limitativement énumérées dans les statuts, ou à défaut dans le code de commerce, dans lequel, en fait, il faut, avant de le faire nous directement en tant que mandataires sociaux, aller et voir tous les associés. Et dans ce cas-là, on va déterminer dans les statuts à quel pourcentage il faut que les associés disent OK. Une des grandes opérations qui doivent être approuvées en Assemblée générale avant que ce soit mis en œuvre par les mandataires, c'est la fameuse augmentation de capital, si on fait une levée de fonds. En se réveillant un matin, le président de la société ne peut pas dire « Ah bah tiens, je prends le chèque de l'investisseur et je lui donne 35 actions ». Non, ce n'est pas possible. Il faut que ce soit autorisé avant en Assemblée générale. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Après, tu vas dire quelle est la liste. On met la liste dans les statuts de ce qui doit être fait en Assemblée générale. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Donc partez du principe qu'en tant que mandataire, vous avez déjà tous les pouvoirs. Il y a juste quelques exceptions qui doivent être prises en Assemblée générale. Et parmi ces décisions, certaines très très rares qui doivent être prises même à l'unanimité. C'est pas tout le temps l'unanimité. Alors non, en général, en principe, on met ce qu'on veut dans les statuts. On peut mettre des clauses pour dire que ça doit être à l'unanimité. Voilà, certaines décisions. En général, c'est plutôt à la majorité. Je crois qu'il y a une question ici. Qu'est-ce que ça implique d'être mandataire social ? Mandataire social, vous avez compris, ça implique d'avoir été nommé par l'Assemblée générale selon les règles des statuts pour avoir
un titre, donc président, directeur général délégué. La conséquence, c'est que sur le CABIS, donc la feuille, la carte d'identité de l'entreprise qu'on peut télécharger en ligne, au greffe, il y a notre nom. Et la conséquence, c'est qu'on peut signer au nom de l'entreprise, et l'entreprise est valablement engagée. Et aussi, en cas de difficulté, il y a certaines règles qui permettent d'engager la responsabilité personnelle des dirigeants, des mandataires sociaux. Je vous rassure, c'est des exceptions et il faut que ce soit dans des cas très, très précis. Elles peuvent être engagées. Donc, à contrario, quand tu n'es que salarié d'une société et pas mandataire, c'est quasiment impossible d'engager ta responsabilité pour l'entreprise. En tout cas, ça serait pour un acte détachable de tes fonctions. Donc, ça n'est pas lié à ton rôle dans l'entreprise. Un salarié peut être mandataire social. Attention quand même au cumul, on pourra en rediscuter, mais au niveau du statut social, ça peut être un peu le flou. Si on devait choisir en tant que cofondateur, être mandataire social ou non, lequel est le plus intéressant? En fait, c'est intéressant et tu n'as pas 25 000 choix. Parce que quand tu travailles pour une société, donc quand tu es cofondateur, tu travailles pour une société, il faut que tu aies un statut. Tu as le choix entre 3 statuts. Soit tu es salarié, c'est ce que vous avez pu connaître un jour dans votre vie ou vous connaîtrez. C'est le principe, tu as un contrat de travail, voilà. Tu es soumis au droit du travail. Soit tu es mandataire, soit tu es prestataire de service. Donc tu fais ton choix, tu prends l'un de ces statuts. Si tu es salarié, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut te payer au moins le SMIC. Ça veut dire qu'il y a des cotisations sociales à sortir tous les mois. Ça veut dire que la personne peut se mettre en grève. Ça veut dire que la personne ne peut pas représenter la société. Tu vois qu'en fait, dans une startup que tu crées avec un pote, ça n'a pas de sens. Être prestataire de service, tu peux. Mais le prestataire de service, on est censé le payer. Il émet des factures, puis il n'a pas le pouvoir de représenter la société. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, en général, on est quasiment tout le temps mandataire social quand on est cofondateur. Le terme anglais pour pacte d'associés, shareholders agreement. Je crois que tu as une question derrière. Ouais, tu disais tout à l'heure qu'il fallait faire une SAS. Et du coup, pourquoi pas une SASU ou une SARL, il n'y a pas d'associé, mais ouais, très SASU bonne par question. exemple. Il y a ceux qui me connaissent savent que c'est un sujet important. En plus, en ce moment, j'ai la chance d'accompagner une société qui fait une exit, donc qui se vend. C'est une belle vente. Et cette société, tenez-vous bien, est en SARL. Je peux vous dire qu'on voit vraiment les conséquences d'être en SARL et c'est pas idéal. Une SASU, déjà, c'est une SAS. Une SASU, c'est une SAS avec un seul associé. Donc en fait, la question, c'est plutôt est-ce qu'on est SAS, U, donc ça c'est la même catégorie, ou est-ce que je suis SARL? Si tu es SARL, tu vas avoir des gros problèmes parce que historiquement, une SARL, c'était quoi? C'était il y a pas mal d'années, il n'y avait que 2 types de sociétés en France. Il y avait les SARL, pour simplifier, et les sociétés anonymes. Et les sociétés anonymes, il fallait être 7, c'est ça? On dit 7 au board. Donc parfois, il y a des gens, tu n'as même pas 7 personnes dans ton équipe. Alors tu mettais ton petit frère, ta mère, ta femme. C'était évidemment pas conseillé, mais on devait le faire. Il fallait avoir un capital de départ énorme. Et puis, il faut nommer un commissaire aux comptes. Il y a des frais d'entretien, il y a des règles très, très rigides. Ça n'a aucun sens d'être en société anonyme quand, à l'époque, on créait une première société. C'est vraiment que pour les sociétés d'une certaine taille, voire très grande. Donc, la plupart des commerces, historiquement, c'était monsieur et madame qui avaient un commerce, une boucherie, une épicerie, une petite usine. Et en fait, pour la petite histoire, l'angoisse du législateur, c'était que monsieur, qui travaillait donc avec madame, évidemment, madame n'avait pas de statut ou peu de statut, en fait, c'est que monsieur transfère les actions de madame à quelqu'un d'autre, peut-être à une autre madame ou à un autre monsieur. Et c'était ça l'angoisse du législateur. Et donc, du coup, il y a plein de règles qui font que transmettre des parts sociales, parce que ça ne s'appelle plus des actions, des parts sociales d'une SARL, c'est en fait très compliqué. Il faut informer toute la terre entière. Pour dire plus précisément, il faut informer tous les associés qu'on va les transmettre. Il faut leur demander l'autorisation. Il y a des impôts à payer qui sont plus importants que si on était en SAS. Et donc, tu vois qu'en fait, dans une start-up où tu vas faire entrer du capital, tu vas faire entrer des gens, sortir des gens, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une société monsieur et madame des années 70, une start-up. Donc, toutes les règles, on pourrait te donner des dizaines d'exemples où c'est comme ça absurde d'être en SARL. Et d'ailleurs, la plupart des outils un peu hybrides de financement qu'on utilise quand on est en start-up ou d'intéressement salarié, les stock options, c'est même pas autorisé en SARL. Donc c'est très compliqué d'être en SARL quand on veut faire une start-up.
Ça peut être envisageable si on veut être tout seul, mais voilà, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément une start-up parce qu'on a besoin normalement de gens pour développer l'entreprise, que ce soit des associés ou des financeurs. Et juste parce que j'avais entendu parler de la SASU justement, donc tu dis que c'était pour une seule personne, et est-ce qu'on peut transférer enfin, du coup, est-ce qu'une SASU peut se transformer en SaaS au fur et à mesure du temps? Très bonne question. Alors, en fait, la SASU est déjà une SaaS. C'est juste une SaaS dans laquelle il y a une mention sur le cabis. Attention, il n'y a qu'un seul associé. Donc, en fait, le jour où tu as plus qu'un seul associé, il suffit juste d'informer le greffe et lui, il gomme attention, il n'y a qu'un seul associé. Donc, en fait, il gomme le U. C'est la même chose. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Bah, écoutez, très bien. Merci pour toutes ces questions. Il est 17h30.